aristocrates, en les montrant soucieux d'être et de paraître. C'était un peu pareil pour les bourgeois quand même. Hein. À quoi bon être riche si on ne le montre pas, hein, après tout. C'est un peu ça. Alors, le monde des artisans, là, eh bien, je vous montre quelques images du terrier de Sadournin, surtout. Voilà l'artisan boulanger, Benoît Vidou. Alors vous voyez les pains qui sont préparés sur la table, là, qui sont représentés par des cercles, enfin des... Vous voyez ici, là. Alors c'est peut-être les pains qui sont en préparation et qu'il est en train de faire cuire apparemment. Hein. Plutôt, oui. Ils sont pas gros. Le boucher. Oui, oui, et d'ailleurs on l'appelle Massico, celui-là, c'est son surnom. Vous savez, Massico, c'est quelque chose pour couper. Hein, en imprimerie, par exemple, c'est ce qui sert à couper le papier avec une grande lame qui tombe comme ça, une espèce de guillotine. Là, vous avez le sabotier. Le travail du bois a toujours été une spécialité des baronnies, par contre, hein, c'était Esparos, là. Alors, vous voyez que c'est, en définitive, là, ce que ça nous montre, c'est que c'est le métier qui définit l'homme, en quelque sorte. Oui, c'est plus clair. Et il y a quand même quelquefois des femmes, il y en a en prière au cimetière, il y en a, enfin, les plus dévotes, puisqu'ils devaient les connaître un peu et croquer ce qui les représentait le mieux. Hein. Alors, elle a un dévidoir, on appelle ça, quelque chose qui tourne comme ça, on enroule le fil et on en fait un écheveau. Partant du fil, on fait un écheveau. Et celui-là qui s'appelle Jean Lacaze violon, donc peut-être joue-t-il du violon, c'est très possible. Hein. Et, il pêche, alors il est en train de retordre le fil, c'est-à-dire à partir de deux éléments que l'on voit à peine, il en fait un. Avec sa toupie qui tourne là, il fait un seul fil plus solide avec les deux composantes. Je crois que ça s'appelle le retordage du fil. Donc l'activité textile, c'est une activité très répandue, hein, et les femmes y sont associées là. Hein. Donc les artisans, d'abord il faut qu'on parle des apprentis. Ils sont nombreux, hein, les artisans. Alors il y a une étudiante de Toulouse qui avait fait un mémoire de maîtrise là, sur l'artisanat en Bigorre au XVIIIe siècle. Elle avait fait un sondage, parce que c'est comme ça qu'on fait à ce moment-là. Entre 1756 et 1765, elle avait dépouillé 50 contrats d'apprentissage. C'est un nombre relativement convenable là. Hein. Alors première chose, l'artisanat, l'apprentissage est payant. Les parents doivent payer pour que l'apprenti soit pris par un maître artisan. Les apprentis viennent surtout de la périphérie immédiate de Tarbes.
l'apprenti a l'obligation d'être obéissant à son maître. C'est marqué en toutes lettres. Hein. Et le maître s'oblige à lui enseigner le métier. Oui, c'était être obéissant comme un fils à l'égard de son père. C'est marqué comme ça. Hein. Alors, l'apprenti était logé, nourri, couché, parfois même habillé chez les artisans spécialisés, fabricants de textiles. Hein. Et le prix moyen, c'est 18 livres pour 2 ans et demi. C'est une somme importante et tout le monde ne pouvait pas payer 18 livres, hein, c'est sûr. En plus, suivant les métiers, ça variait. Hein. Je vous ai dit 2 ans et demi, non, c'est 3 ans et demi l'apprentissage, pardon. Un maréchal Ferrand, par exemple, qui prenait un apprenti, se contentait d'encaisser 18 livres. Vous voyez ? Un maître éperonnier, fabricant d'éperons, donc une activité très spécialisée, lui, il en prenait 30. Entre les deux extrêmes, donc la moyenne, je vous ai dit, à peu près dans les 18 livres. Les conflits sont relativement fréquents, surtout avec les compagnons. Le compagnon, c'est un ancien apprenti qui est devenu ouvrier. Et les conflits apprentis-compagnons, ça arrive souvent, hein, quand même. Ces compagnons sont parfois très exigeants vis-à-vis des apprentis. Ils rendent la vie de l'apprenti très difficile. Il doit payer pour s'asseoir à la même table qu'eux, pour se nourrir, par exemple. On lui fait payer une somme forfaitaire, bien sûr, hein, pas chaque repas, mais... Et comme il n'est pas payé, vous voyez que les parents doivent avoir quand même une certaine surface financière pour placer un apprenti. Mais il faut dire que le plus souvent, l'apprenti est le fils de l'artisan, ou un parent. Alors, le niveau social des artisans, vous avez 3 catégories, si vous voulez, 3-4 catégories. Hein. Les plus favorisés, ce sont les métiers peu courants. Horloger, par exemple. Et je me rappelle avoir trouvé dans les archives que la maison Galliaï, G-A-L-I-A-Y, de Campan, c'était un horloger réputé, et quand l'horloge Tarbèze, je ne sais plus laquelle, hein, je ne sais plus où elle était, mais une des horloges Tarbèze, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs à l'époque, hein, mais une des horloges Tarbèze tombée en panne, c'était un gallier qui venait réparer, donc de Campan. Donc, horloger, sculpteur, orfèvre, coutelier, le travail du métal notamment. Hein. Alors, il représente grosso modo 1/5 du total, 21,9%, peu importe. Hein. Et on a un impôt qui permet d'estimer leur fortune un peu, c'est ce qu'on appelle la capitation, qui a été installée sous Louis XIV. Parce que Louis XIV, en guerre perpétuelle, ou presque, il avait besoin d'argent. Et il a instauré un nouvel impôt, la capitation, un impôt par tête, vous voyez, ce qui est différent, payé par à peu près tout le monde, hein, ce qui est différent aussi.
Et là, on a des gens qui payent quand même une certaine capitation relativement importante. 6 à 18 livres de capitation pour un impôt, c'est déjà beaucoup. Hein. Et Martine Dubo, là, l'étudiante en question, a regardé aussi les contrats de mariage de ces gens-là, quand on les trouve. Et ces gens-là, ils ont des contrats de mariage avec de belles sommes qui sont en jeu. 800 à 2000 livres parfois. Hein. Donc il y a des gens relativement aisés là, hein, très aisés même. Hein. Alors par exemple, on nous cite là le 14 juillet 1727. Jeannette Carmouze qui a porté en dot 1200 livres. Somme considérable. Hein. Et elle a mené en même temps un lit complet garni. Et elle habite À Tarbes, je ne sais pas où à Tarbes, mais à Tarbes. Hein. Et son mari, pour vous citer l'exemple, pour en finir, avait des biens évalués 1500 livres quand même, hein, ce qui est beaucoup. Et en plus, quand on a la chance de pouvoir vérifier leurs héritages, et on s'aperçoit qu'ils étaient relativement aisés, hein, là aussi. Et par exemple là, il laisse un héritage de 700 livres et il peut payer des dots substantielles à ses enfants, 200 livres, 400 livres. Alors ils sont propriétaires de l'atelier, du logement, cela est cette catégorie bien sûr. Hein. Et dans les inventaires après décès, on trouve parfois chez eux des livres, ce qui est rare, des pots en étain, ce qui est un signe de luxe, hein, de la faïence, du cristal, pas beaucoup, mais enfin un peu. Donc voilà, le groupe aisé, il rejoint ce qu'on a appelé la bourgeoisie pratiquement. Hein. À côté de ça, vous avez les artisans moyens, de revenus moyens, pas loin de la moitié. Hein. Donc ils payaient à peu près entre 2 et 6 livres de capitation. Alors là, dans cette catégorie, on trouve des menuisiers, des papetiers, des serruriers, des forgerons, des tourneurs sur bois, des maçons. Et les dots des épouses variaient entre 220 et 800 livres. Donc, ils étaient quand même aisés. Mais la véritable pauvreté existe aussi au niveau de l'artisanat. Hein. C'est-à-dire ceux qui ne paient pas de capitation ou qui en paient moins de 2 livres, si vous voulez, forment la dernière partie, là, la troisième partie. Alors, ce qu'ils avaient accumulé comme argent dans leur vie, ça servait surtout à payer leurs obsèques. Et en dehors de ça, il n'y avait plus rien pour les héritiers, ou peu de choses, très peu de choses. Alors on y trouve les femmes qui ont une activité artisanale, les tisserands, les cordonniers, les selliers. Quand on a la chance d'avoir un inventaire après décès de ces gens-là, on a très peu de mobilier. Par exemple, une vieille couette est traversier emplumé. C'est l'expression qui est employée.
Un petit coffre sans serrure. Six chaises. Voilà, donc ça ne va pas chercher bien loin tout ça, hein, vous voyez. Donc, ces gens-là sont quand même misérables. Hein. Alors, on a à peu près tout dit. Donc, c'est un groupe social intermédiaire avec une hiérarchie, bien sûr, les apprentis en bas de l'échelle, les compagnons classe intermédiaire, et puis vous avez les plus favorisés. Donc il faut y ajouter, vous voyez, les chirurgiens ou les tanneurs ici aussi. Je vous ai cité les autres. Cabaretiers aussi, bien sûr, cabaretiers, boulangers, parce que nous sommes une ville de marché et de foire, donc ne l'oublions pas. Donc les artisans moyens et les artisans pauvres, vous voyez. On est apprenti à quel âge en ces temps-là? Oh, pas très jeune, hein. C'est quand même des adolescents confirmés, si je peux dire, hein. Dans les 17, 18 ans, le plus souvent, quelquefois un peu moins, mais c'est plus âgé que l'apprentissage qu'on commençait à 14 ans, par exemple, oui. Donc ça c'était la classe intermédiaire, la classe des artisans. On va passer maintenant donc aux brassiers, journaliers. Alors au 19e siècle, on les appelle travailleurs de terre, par exemple. Hein. Donc il y a plusieurs choses. On y reviendra peut-être si on arrive jusque-là. Donc vous avez dans cette catégorie ces gens-là. Je vais retrouver mes feuilles quelque part quand même. Mais disons que à Tarbes, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup d'activités, si vous voulez, en dehors de ces artisans, n'est-ce pas? Il y a très peu de choses, donc s'ils souffrent, c'est surtout par manque de travail, on va dire. Hein. Ensuite, dans cette catégorie, vous avez aussi, par exemple, celui-ci qui est sur le terrier de Sadournay, il me semble. On imagine ces journaliers ou brassiers de cette façon-là. Il s'appelle Clément Adair, il a pour surnom Carboun. Alors vous voyez le visage taché, une espèce de tablier rustique devant le corps. Enfin, il symbolise bien ce monde-là, hein. Mais en réalité, quand on regarde le livre terrier, il possède quand même des terres. Et le fait qu'il soit appelé Carboun, il est peut-être charbonnier. Oui, d'après la figure. Voilà, on n'en sait rien. Hein.
Mais il est peut-être charbonnier, donc il présente plutôt mal, mais en réalité, il n'est pas si pauvre que ça. Mais il a l'aspect négligé de ces pauvres. Et voilà ce que nous décrit Jean-François Soulet. Monde presque inconnu que celui des plus défavorisés de la société tarbaise, les êtres qui l'ont peuplé n'ont presque pas laissé de traces. C'est ça le problème. Hein. On n'a pratiquement rien pour les étudier. Absent des registres de capitation, puisqu'ils ne payent pas d'impôts. Hein. Ou quelquefois dans les dernières places, comme il le dit. Absent chez les notaires parce qu'ils n'ont rien à échanger, à léguer ou à acheter. Ils surgissent de temps à autre au détour d'une page du cahier des délibérations ou des ordonnances de police, bien sûr. C'est là qu'on peut les trouver parfois. Pourtant, ils devaient être nombreux. Pour réparer le pont, on parvint, en faisant appel, il est vrai, aux bourgs voisins, à réunir 600 travailleurs. C'est un chiffre considérable pour l'époque. Leur trait commun, qu'ils se qualifient de brassiers, de journaliers, de terrassiers, c'était précisément une disponibilité totale. Employés à la journée ou, au mieux, à la tâche, ils s'offraient pour tous les travaux sans spécialisation agricole ou urbain. Mais n'oubliez pas que Tarbes est quand même encore une ville agricole, si les deux termes sont compatibles. Plus minimes encore étaient les ressources des femmes âgées ou veuves. Évidemment, il n'y avait aucune pension de prévue là, enfin, en général. Avec les handicapés, les accidentés, les vieux d'une manière générale, tous ces laissés pour compte de l'existence, elles n'avaient plus qu'à aller rejoindre le groupe fluctuant mais dense des mendiants et des vagabonds. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les belles années de l'après-guerre, on ne voyait pas de mendiants. Dans les rues ici, maintenant. Hein. Maintenant, on en voit. Oui, on peut se poser des questions à ce sujet, mais c'est avant tout la prospérité économique de l'époque. Hein. Jusqu'au choc pétrolier, là, donc jusqu'à 1973, c'était comme ça. On ne voyait pas de mendiants. Du moins à Tarbes. Ce tableau s'appelle Sans asile ou les expulsés d'un artiste peintre plus tardif, mais qui s'appelle Pelé. Et vous voyez cette femme donc à la rue avec 2, 4, 5 enfants, dont un nourrisson dans les bras, et qui symbolise un peu ce monde-là. C'était la couverture d'un ouvrage que je vous avais montré l'an dernier, là, hein, quand la pauvreté était un crime, ça s'appelait. Donc, répétons que c'est un monde presque inconnu, qui travaille pour des travaux sans qualification, bien sûr. Les femmes âgées ou veuves, les handicapés, les accidentés, les vieux d'une manière générale aussi. Hein. Ils n'avaient plus de travail, donc ils étaient réduits à la mendicité. Alors, cause essentielle, le manque d'emploi à Tarbes, bien sûr. Hein. Ensuite, le bas niveau des salaires. L'un va avec l'autre. Hein. L'augmentation des prix, on va le voir. Les impôts à payer malgré tout. Et souvent, ils étaient obligés de s'endetter pour survivre.
Alors des petites sommes, mais des petites sommes qu'ils n'arrivaient pas à rembourser. Donc ça, les vols se multiplient, les abandons d'enfants, l'augmentation des naissances illégitimes également. Abandon d'enfants sans qu'ils soient illégitimes, hein, on n'a plus les moyens de les élever, tandis que augmentation des naissances illégitimes, eh bien, ce qu'ils appelaient à l'époque, vous l'avez en bas, les filles de mauvaise vie, évidemment, elles exercent un métier. Voilà. Donc, augmentation des naissances illégitimes. Tous ces gens, toutes ces catégories ont tout de même un toit ou vivent dans la rue à vagabonder comme le vagabondage, c'est tout de même une... Tarbes est à moitié agricole à l'époque, alors je pense qu'ils doivent se trouver des endroits pour vivre comme ça. Pour vivre ou pour mourir, parce que l'hiver, les hivers sont plus froids que maintenant quand même à l'époque. Hein. Alors maintenant... D'une manière générale, malgré tous ces laissés pour compte là, eh bien, Tarbes reste une ville calme. Il faut dire qu'on a institué une espèce de service de police. À l'époque, c'est nouveau. Enfin, il parle de vallées, de villes qui sont chargées de la police. Mais enfin, ils sont un peu spécialisés dans la police et par conséquent, Tarbes reste une ville calme. Le problème, je vous l'ai déjà dit, je crois, hein, c'est le marché. Là où ça peut dégénérer, c'est souvent le marché. À cause des prix, plus souvent, hein. Alors, ils participent plus ou moins aux fêtes, aux charivaris. Alors, le charivari, c'était, par exemple, pour se moquer d'un mari battu par sa femme. Alors, on laisse aller tourner vers la queue sur un âne. Et on le promenait à travers la ville avec force colibée, sonneries de trompes, etc., etc. C'était des véritables cavalcades à travers la ville, quoi. Alors c'était évidemment à la portée des plus démunis de se joindre au cortège. Alors, en conclusion, on va parler donc des revendications du peuple. Vous voyez cette image, on en reparlera, mais c'est le pauvre paysan qui supporte à la fois l'ecclésiastique et le noble, bien sûr, dans l'ordre des... Le bourgeois. Non, le bourgeois ne figure pas là. Ah, on peut dire qu'il est... Ouais. Ah, faut espérer Ça finira bientôt. oui, que ce jeu-là finira bientôt, c'est ça, hein? Un paysan portant un prélat et un noble, voilà. On va voir un peu plus tard que des caricatures de ce genre, il y en a eu beaucoup. Surtout à l'approche de la Révolution, si vous voulez, parce que les esprits étaient quand même plus ou moins échauffés. La situation se détériorait, on va le voir. Et par conséquent, il n'y avait pas de journaux, très peu de journaux. Il y en avait un... si vous voulez, c'était le début de la presse. Et par conséquent, il n'y avait pas de médias.
autre que ces libelles qui circulaient, des placards, ils appelaient ça parfois, vous voyez, et des gravures, des caricatures de ce type. Alors, cette famille n'est pas à Tarbes. Ce sont des gens qui habitent le faubourg Saint-Honoré à Paris. Donc, ça fait partie de la haute bourgeoisie. Le fondateur de la dynastie, il s'appelle donc, je vous l'ai mis là, les Gohain, hein, a fait fortune, il est là, le fondateur. Il a fait fortune dans le trafic maritime, entre autres à Rouen, où les bateaux de mer de tonnage moyen remontaient jusqu'à Rouen à l'époque. Hein. Et donc il a ses enfants, là, ses proches. Hein. Et d'ailleurs, vous avez derrière un tableau représentant un navire, vous voyez. Donc il a fait fortune dans le cacao, qui était la boisson qui est devenue à la mode, avec le café d'ailleurs aussi. Hein. Mais le cacao, à l'époque, oui. Et vous voyez sur le côté des livres, des instruments de musique. Donc c'est la haute bourgeoisie, qui n'est pas ou très peu présente à Tarbes en tous les cas. Hein. Mais cette bourgeoisie, elle est importante parce que ce sont des lettrés, ce sont des avocats, des notaires, vous voyez, des gens de robe, des gens qui sont devenus parfois nobles, comme on l'a vu. Et ces gens-là sont conscients de représenter la force vive de la nation, celle qui fait travailler les autres, et ils aspirent donc à participer beaucoup plus à la vie publique, au gouvernement notamment. Donc c'est eux le véritable instrument de la première révolution, si on l'appelle comme ça. Et eux demandent des réformes, notamment en ce qui concerne le budget. Je vous montrerai le budget. Le budget de la France est constamment en déficit. Oui, il y a des analogies qui se font comme ça quelquefois. Mais enfin, s'il y a une leçon de l'histoire, elle n'a pas été suivie en tous les cas. Alors là, vous avez toujours un prélat, un noble, évidemment, des plus hautes catégories. Et puis, ça ne durera pas toujours encore, ça reprend un peu celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, les idées sont présentes, hein, ces idées de réforme, pas de révolution, de réforme. Mais je vous montrerai les portraits du roi, par exemple, les portraits que donnent certains cahiers de doléances. Le roi a, on dirait de nos jours, une bonne cote. Il est bien vu. Par contre, son entourage, c'est différent. Et Marie-Antoinette, je vous montrerai. Voilà évidemment ce qu'on souhaite. L'impôt, le fardeau, supporté par les trois ordres, hein, bien sûr. Hein. La morale de l'histoire est transparente, bien sûr, mais c'est normal. Ça s'adresse au peuple. Ça s'adresse à tout le monde. C'est une image, donc ça peut être compris par tout le monde, même ceux qui ne savent pas lire. Et puis là, vous avez un garde-chasse en train d'harponner un braconnier.
Mais pourquoi? Parce que le droit de chasse était réservé aux nobles, aux seigneurs. Hein. Il y a quelques exceptions. Rappelez-vous que les Pyrénéens des montagnes, les nôtres par exemple, étaient autorisés à avoir des armes pour défendre la frontière. Alors s'ils étaient autorisés à avoir des armes, de là à passer à la chasse, c'était relativement facile. Mais c'est le cas des montagnes, c'est tout. Hein. De la montagne. Alors ça illustre quand même autre chose là. Les nobles de la vieille noblesse d'épée, ils ont surtout une fortune foncière, ils ont surtout des propriétés. Quand ils n'ont pas vendu, bien sûr. Hein. Mais donc, ils ont surtout des propriétés, et ces propriétés, avec l'augmentation des prix, avec l'évolution des prix d'une manière générale, des prix et des salaires, depuis le Moyen-Âge, eh bien, l'augmentation des prix, tous les revenus qui étaient en argent. Par exemple, chaque paysan, ou plutôt, ça ne se passait pas comme ça, non. Les paysans devaient payer pour la location, en quelque sorte, de la terre du Seigneur et le fait qu'il la travaille. Eh bien, quand c'est fixé en argent, ça n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Si quelqu'un doit payer 2 livres, c'est toujours 2 livres du Moyen-Âge qui sont 2 livres au XVIIIe siècle, c'est-à-dire pas grand-chose. Vous voyez? Donc, les revenus en argent ont été complètement dévalués. Donc, cette noblesse ancienne, noblesse d'épée, le plus souvent, eh bien, elle s'est beaucoup appauvrie. Et puis certains droits sont tombés en désuétude. On ne les a plus perçus au XVIe siècle, au XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle, c'est presque complètement tombé. Alors, on va faire appel à des spécialistes. Ces familles nobles vont faire appel à des spécialistes du droit médiéval, des chartes et des coutumes médiévales. On va les appeler des feudistes. Vous allez le voir après. Et comme exemple, ici, nous avons Jean Larcher. Vous savez qu'il y a une rue, la rue qui jouxte la bibliothèque d'ailleurs, hein, une rue Jean Larcher. Eh bien, Jean Larcher était un feudiste de ce type. Il a rassemblé beaucoup de documents, les plus anciens qu'il pouvait trouver. Il faut dire qu'ici, avec le passage des guerres de religion et tout ça, beaucoup ont été brûlés de ces documents anciens. Donc, ils ont rassemblé, famille par famille, souvent, ils ont rassemblé des documents, tous les documents qu'ils pouvaient trouver, et qui pouvaient servir à ces nobles anciens à percevoir à nouveau des droits qui étaient tombés en désuétude, si vous voulez. Il y a donc ce qu'on appelle la réaction nobiliaire. D'une part, on retrouve les droits anciens et on se met à les faire payer, à les exiger. Et d'autre part, les seules carrières qui sont ouvertes aux nobles, on veut les réserver à la noblesse. Par exemple, pour être officier dans l'armée, dans les années 1775-80, par là, je n'ai pas la date exacte en tête, il faudra, pour être officier dans l'armée, justifier de 4 quartiers de noblesse.
je ne sais pas si vous vous rendez compte, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et les arrière-arrière-grands-parents. Il faut que ces 4-là soient nobles pour qu'on devienne officier. Et rendez-vous compte que ça élimine complètement tous ces bourgeois qui ont acheté une seigneurie. Et ça, c'est récent, c'est 17e, 18e plutôt. Oui. Alors, il y a quand même une petite exception. Et ça se comprend. C'est l'artillerie. Parce que l'artillerie, si vous n'y connaissez rien, vous allez envoyer vos obus sur vos propres troupes. Il faut quand même un minimum de savoir. Et alors là, des gens qui ont fait des études de mathématiques, par exemple, sont pris comme officiers dans l'artillerie. Mais ils restent bas officiers. Ils ne vont pas commander des régiments comme ça. D'ailleurs, l'un des commandants de l'artillerie disait que la petite noblesse était juste capable de décrotter ses bottes. C'est quelque chose qui a traversé les siècles, comme ça. J'ai entendu dire que certains même labouraient leurs propres champs à la charrue et portaient l'épée au côté pour qu'on ne les prenne pas pour des paysans. Ah oui, bien sûr, ça, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais bien sûr, ils sont très jaloux de leurs prérogatives, même les prérogatives honorifiques. Vous voyez, par exemple, ils sont les seuls à avoir des talons rouges, à porter des talons rouges. Ils sont les seuls à avoir un pigeonnier, je vous l'ai dit. Ils sont les seuls, normalement, à avoir des armoiries sur les carrosses, par exemple. Ou sur les châteaux, évidemment. Ou sur, pour les plus riches, sur la tenue des laquais. Bien sûr. Entre autres. Le port de l'épée, c'est la même chose. Les perruquiers. Pardon ? Les perruquiers aussi avaient le droit de porter l'épée. Oui, mais il y a toujours, l'Ancien Régime c'est ça, il y a une règle générale et il y a toujours des exceptions, des choses comme ça. C'est toujours comme ça dans l'Ancien Régime. Par exemple, on crée un nouvel impôt, mais on n'abolit aucun des vieux impôts. Ça serait pas marrant si. Donc, c'est le marasme, quoi. On n'arrive pas au bout. Et donc, ils sont très jaloux de ça. Et nous, ça nous paraît quelque chose de peu d'importance. Mais pour eux, paraître, rappelez-vous, paraître, c'est excessivement important. Il en va de leur honneur, de leur fierté, enfin bon, tout ce que vous voulez. Donc, si on récapitule rapidement, Tarbes est semblable aux villes voisines qu'on a étudiées au XVIIIe siècle, si vous voulez, Pau, Auch notamment, mais aussi des villes comme Foix ou Mont-de-Marsan, c'est-à-dire des centres de marché, des bourgs qui sont des bourgs ruraux plutôt. Une seule exception là, c'est qu'à Pau, il y a quand même une industrie de la toile, une industrie textile beaucoup plus importante. Ça, c'est le paradoxe, parce que si vous comparez à partir de 1870 la ville de Tarbes, ville industrielle avec l'Arsenal, et la ville de Pau, ville sans industrie, c'était complètement différent à l'époque. Donc la seule solution qui apparaît aux Tarbais, et notamment à certains édiles municipaux, c'est d'arriver à faire installer un régiment de cavalerie à Tarbes.
N'oubliez pas qu'il y a un embryon d'administration au Haras, quand même, concernant les chevaux. Hein. La bourgeoisie, comme partout, hein, tous les bourgeois, y compris les gens qui fréquentent Bertrand Barrère, mais rappelez-vous, on a dit qu'il était plutôt à Toulouse à ce moment-là, hein, mais il a beaucoup de parents, hein, d'amis, de soutien, on va le voir. Donc la bourgeoisie aspire à la noblesse, bien sûr, et à diriger les affaires de l'État, bien entendu, comme on l'a dit. Et vous voyez, je vous cite en dernier la réaction nobiliaire, symbolisée par le garde-chasse, là, bien sûr, mais qui est générale. Et heureusement qu'il y a eu des feudistes. Il y en a eu un peu partout, hein. Donc des gens payés par la noblesse pour rechercher les droits anciens du Moyen-Âge. Hein. Donc feudiste, ça veut dire spécialiste du droit du Moyen-Âge, des chartes par exemple, des coutumes du Moyen-Âge. Donc vous en avez un peu partout, heureusement, parce qu'ils nous ont conservé des copies de documents qui ont totalement disparu. Les disparitions ont été beaucoup plus importantes entre cette époque-là, le XVIIIe siècle, sauf au moment des guerres de religion, mais c'était accidentel, si j'ose dire. Tandis que là, la destruction des documents anciens, elle a été très importante depuis cette époque-là. Donc ils ont conservé des copies de documents, c'est le cas de l'Archer, des copies de documents dont les originaux ont complètement disparu. Et heureusement pour l'histoire. Bon, ceci dit, on va passer à autre chose. Donc on va passer à 1789. Donc d'abord les crises, les cahiers de doléances et les élections aux États généraux à Tarbes. Que je vous dise d'abord que presque tous les opposants au régime réclament la convocation des États généraux. Les États généraux, c'est-à-dire une assemblée des trois ordres, des représentants des trois ordres, qui vont décider de la création de nouveaux impôts. Vous voyez ? Et ils n'ont pas été réunis, ces États généraux, depuis 1614. Vous voyez, 150 ans, quoi. Même plus. Alors, nous allons avoir un certain nombre de ministres des Finances qui vont d'abord, pour éviter la crise, donc elle est économique avant tout, puisque on a un budget constamment en déficit, je vous l'ai dit. Hein. En plus, on vient de se lancer dans l'aide aux insurgents en Amérique, qui nous a coûté la bagatelle de 2 milliards de livres. Alors, la France est complètement à bout de souffle au niveau financier. Et vous avez un certain nombre de ministres. Vous avez Turgot, d'abord, par exemple. Turgot qui réforme plusieurs choses, notamment, d'abord, le commerce, liberté de circulation, notamment des grains. Pour éviter les disettes, les famines, il faut que le grain circule d'une région à une autre. Une région peut avoir une belle récolte et l'autre une mauvaise récolte. Bon, ça paraît évident, mais à l'époque, il y a des péages, il y a des barrières douanières internes à chaque province, à chaque région.
Donc, il établit la liberté de commerce. Il veut établir également, il supprime aussi la corvée des routes. Je vous en ai parlé un peu. Hein. Les routes, on mettait tellement de temps à les construire qu'on les faisait grâce à la corvée royale. Et cette corvée royale était particulièrement impopulaire. Alors, on en trouve parce que, qu'on utilise les gens de Juillan pour travailler sur la route qui va à Lourdes, ça paraît évident. Mais si vous allez chercher des gens jusque dans la montagne pour leur dire qu'ils sont de corvée sur ce tronçon de route, et c'est comme ça que ça se faisait, ils ne sont pas très contents parce que rien que pour se rendre sur le chantier, il faut une demi-journée ou même une journée entière. Vous voyez, alors c'est vraiment très impopulaire dans le peuple. Donc il supprime les corvées pour les routes. Il veut les remplacer par une taxe, évidemment, un impôt, payé par tous les propriétaires. Vous voyez déjà là, qui va s'opposer à ce genre de réforme. Donc payé par tous les propriétaires. Vous avez ensuite celui que j'appelle Necker. Il paraît qu'il ne faut pas le prononcer comme ça, mais peu importe, on le prononce à la façon des gens du Sud. Donc, Necker prestidigitateur, parce qu'il essaie de trouver de l'argent. Oui, Turgot n'a pas résisté longtemps avec ça. Et avec sa liberté de commerce et sa liberté du travail, il a été blackboulé. Et alors, il y a une personne qui joue un rôle essentiel dans le départ des ministres, même les bons ministres, c'est une certaine Marie-Antoinette. Parce que elle a ses oreilles, si j'ose dire, à la cour, et la haute noblesse, les gens de la cour lui font part de leurs revendications, et par son intermédiaire, elle fait plier le roi, qui dans un premier temps, par exemple, a maintenu Turgot, malgré tout ça, mais pas longtemps, parce que il n'a pas voulu avoir de problèmes conjugaux, entre autres. Vous voyez? Alors c'est pareil, ici avec Necker prestidigitateur, parce que c'est un banquier de Genève, donc un homme austère qui veut... Il veut réformer lui aussi, hein. Et il veut réformer les impôts, et par conséquent que les impôts soient payés par un nombre plus grand de personnes. Vous comprenez? Pas simplement, comme le montrait la première image tout à l'heure, le paysan qui supporte le poids de l'État et le prélat et le noble qui sont à cheval sur lui. Donc Necker, j'ai oublié de vous dire que tous ces ministres des Finances, là, ils sont obligés d'emprunter quand même, pour faire fonctionner l'État. Comment croyez-vous que la France fonctionne maintenant, sinon avec des emprunts? Il y a des similitudes parfois. Hein. Donc ils empruntent. Alors celui-là, on le retient facilement. Buffet de la cour. Donc la cour, c'est les dindons, les oies, les canards, etc. Et Calonne, lui, c'est à retenir, je crois que c'est le seul, ou un des bien rares, hein, il a dit, pour avoir la confiance des financiers, il faut montrer qu'on est riche. Pendant 3 ans, on a dépensé sans compter. Les dépenses de la cour, par exemple, ont été multipliées
on a dépensé sans compter, puis au bout de 3 ans, à un moment donné, il faut rembourser les emprunts. Donc à un moment donné, il n'a pas pu aller plus loin et il s'est fait blackbouler comme les autres. Hein. Il a été remplacé par un autre personnage qui est l'évêque de Toulouse, Loménie de Brienne. Et Loménie de Brienne n'a pas pu faire mieux que les précédents. Hein. C'est-à-dire il a essayé de continuer de faire certaines réformes, mais il n'a pas pu arriver au bout. Donc, l'Ancien Régime, là, c'est un régime qui n'arrive pas à se réformer. C'est la première cause de la Révolution, si vous voulez. Donc, il n'arrive pas à se réformer. Donc, il y a eu beaucoup de tentatives. Donc, Turgot, et il a fait des économies quand même. Il a commencé à diminuer son salaire de ministre par 2. Ah, si vous pouvez le faire tous. Marie-Antoinette a fait en sorte qu'il soit renvoyé. C'était un bon ministre. Hein. Il avait été intendant de Limoges, où il était resté pendant très longtemps. Et il était réputé pour sa gestion rigoureuse du Limousin. Necker, donc, obligé d'emprunter comme tous les autres. Hein. Alors il fait certaines réformes administratives. C'est lui qui va supprimer la torture comme procédure normale dans les interrogatoires de prisonniers ou comme ça. Et pour faire avouer, il y avait encore la torture là. Hein. Mais surtout, ce qui a causé sa perte à ce banquier genevois, c'est qu'il a voulu montrer aux gens ce qui n'allait pas. Il a voulu montrer, donc, il a publié le compte-rendu au roi, le compte-rendu financier de l'état financier de la France au roi. Et tout le monde a vu, notamment les privilégiés, ils ont vu ce que tout le monde pouvait voir, puisque c'était publié, n'est-ce pas, qu'ils avaient des privilèges exorbitants, que la cour coûtait très cher, et que, par conséquent, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le dégommer. Bien sûr, ils y sont arrivés. Hein. Ensuite, Calonne, au bout de 3 ans, et il a été obligé de démissionner parce que les banquiers ne voulaient plus lui prêter non plus. Pas d'emprunt parce qu'on a dépensé sans compter pendant 3 ans et qu'ils commencent à se demander comment on va les rembourser. Alors, à l'époque de Loménie de Brienne, vous voyez, l'évêque de Toulouse dont je vous parlais là, c'est le Parlement qui va refuser d'enregistrer ces réformes-là. Théoriquement, le Parlement a le droit d'enregistrement, on appelle ça comme ça, et quand il s'y oppose, il a pris davantage de pouvoir. Hein. Plus le roi est faible, plus le Parlement ont pris du pouvoir. Donc, oui, je vous disais, les parlements s'y opposent. Le roi tient à ce moment-là ce qu'on appelle un lit de justice. Il vient au Parlement et il oblige les parlementaires à signer l'enregistrement. C'était ça depuis un temps immémorial. Hein. Le lendemain, le Parlement décide de supprimer ce qu'ils viennent d'accepter en lit de justice. Donc ils entrent en opposition ouverte avec le roi. Le roi va les exiler. Il les exile à Troyes.
Donc ils éloignent de Paris, mais ça continue parce qu'après vous avez les parlements de province, hein. Vous avez également les États provinciaux, comme celui du Dauphiné, dont on reparlera, avec cette assemblée qui est célèbre, puisque on en a beaucoup parlé à l'époque, c'est l'assemblée de Vizille, à côté de Grenoble. Hein. Voilà. Mais, pardon ? C'est ce qu'on appelait la journée des tuiles. Notamment. Notamment, il y a eu ça, une véritable sédition, là, ce qu'on a appelé la journée des tuiles, c'est-à-dire qu'on a essayé de rétablir l'ordre avec la maréchaussée, les troupes, et que les gens se sont barricadés sur les toitures par là et ont commencé à jeter des tuiles. On l'appelait la journée des tuiles. Effectivement. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.